L'Arabie. Sur cette terre où l'eau est bien rare, les animaux luttent pour survivre. Les montagnes du désert cachent derrière leurs flancs un précieux point d'eau, un oued. C'est une ressource vitale pour tous ceux qui doivent faire face à la chaleur accablante. Mais les animaux qui trouvent refuge ici restent à la merci des prédateurs. D'agiles serpents ondulent dans l'eau, traquant leur proie. Des tarentules et des scorpions se cachent, tapis dans l'ombre. Et des renards du désert affamé rôdent sous le couvert de l'obscurité. Partez à la découverte des merveilles de l'Oued. L'Arabie renferme l'un des déserts de sable les plus vastes de la planète. De larges étendues de dunes laissent place par endroits à des plaines de gravier écrasées par le soleil. Tout autour, d'impressionnantes montagnes dressent leurs silhouettes déchirées. Ici, les températures peuvent monter jusqu'à 54 degrés. Ce paysage apparaît toutefois dépourvu d'un élément essentiel à la vie. L'eau. Des vallées fluviales apparemment asséchées comme celle-ci font pourtant partie des rares endroits où l'on peut trouver de l'eau. Ici, dans la montagne, les parois rocheuses sont suffisamment dures et perméables pour recueillir le peu de pluie qui tombe. Elles créent ainsi des points d'eau qui peuvent être permanents ou temporaires. Ces petits étangs sont localement connus sous le nom d'Oued, qui signifie « vallée » en arabe. Cet Oued semble bien minuscule au milieu des étendues rocheuses et des imposantes montagnes. Il constitue toutefois l'une des rares oasis dans les environs, jouant un rôle vital pour la faune sauvage. Les crapauds figurent parmi les quelques animaux qui peuvent vivre dans la région tout au long de l'année. De toute évidence, les amphibiens sont très peu nombreux à vivre au cœur de l'Arabie aride. Seules 9 espèces peuplent ce territoire. La plupart d'entre elles se concentrent dans les zones plus fraîches situées à proximité du littoral. Le crapaud d'Arabie est la seule de ces espèces à avoir pénétré si loin à l'intérieur des terres arides. Par conséquent, il dépend entièrement de l'Oued. Les mouvements brusques du crapaud attirent l'attention d'un prédateur. Un serpent est en pleine chasse. Cette couleuvre particulièrement meurtrière est très agile. Longue d'1,30 m, elle chasse dans l'eau en se déplaçant à la vitesse de l'éclair. Ce serpent produit un venin léger. Cependant, il n'est pas doté de crochets. Il doit donc mordiller et mâcher sa proie pour que les toxines pénètrent le corps de sa victime. Sa nourriture préférée n'est autre que le crapaud. La vue de ce serpent est très sensible au mouvement. À chaque bond du crapaud qu'il perçoit, le prédateur se rapproche un peu plus. Si le crapaud reste immobile, le serpent est toutefois incapable de détecter sa présence. C'est une véritable guerre des nerfs. Étonnamment,
la langue du serpent semble incapable de percevoir le crapaud, même à une distance si rapprochée. Le courage du crapaud finit par payer. Cette oued traverse les montagnes qui traversent le long de la côte est de la péninsule arabique. Les monts Hajar couvrent une distance de 500 km, s'étendant des Émirats arabes unis au nord jusqu'au sultanat d'Oman au sud. Avec des pics s'élevant à 3000 mètres d'altitude, cette chaîne de montagnes surplombe les plaines d'Arabie écrasées par le soleil depuis près de 20 millions d'années. Les vallées fluviales qu'elle renferme sont exposées à de longues périodes de sécheresse, ainsi qu'à des crues soudaines. Bien que le territoire soit hostile, les animaux réussissent péniblement à vivre. Le maître des lieux vit retranché dans les hauteurs. Il s'agit d'un des animaux les plus rares d'Arabie et du monde. Le tare d'Arabie. On recense moins de 2500 spécimens de cette espèce menacée. Les monts Hajar constituent leur dernier bastion. Sur les hauteurs surplombant l'oued, les ressources sont peu nombreuses. Dépourvues de terre et d'eau, les collines apparaissent désolées et desséchées. La roche très résistante empêche les plantes de prendre racine. Et les flancs stériles des collines ne peuvent pas nourrir de larges groupes de brouteurs, si bien que les tares forment habituellement de petites familles ou se déplacent seuls. Ce mâle semble en avoir assez de vivre en solitaire. Il est temps pour lui de trouver une partenaire. Ses sabots compacts et aussi caoutchouteux que des ventouses lui permettent de rester bien stable sur la roche et d'avancer fièrement. Il se pavane de la sorte au cas où des femelles le regarderaient. Il creuse la terre et se frotte contre le sol pour laisser son odeur. La terre ainsi retournée constitue un signe indiquant qu'un mâle vigoureux réside dans les parages. Déjà, une femelle tare observe la scène de loin. Mais le mâle devra visiblement redoubler d'efforts s'il veut pouvoir la convaincre. Au pied des pentes, à proximité immédiate de l'oued, d'autres espèces spécialistes de l'escalade rocheuse se sont installées. La plupart des lézards, comme ce gecko aux longs doigts en éventail, disposent de structures microscopiques ultra-adhérentes qui leur permettent de s'agripper aux parois rocheuses lisses et verticales. Ce gecko peut donc parfaitement grimper les falaises escarpées qui entourent l'oued. Il appartient à une espèce endémique de l'Arabie et vit principalement aux Émirats arabes unis et à Oman. Tapi dans l'ombre, une menace mortelle rôde. Il existe environ 1 millier d'espèces de tarentules dans le monde.
Celle-ci vient d'être tout juste recensée par la science. Elle a été découverte si récemment qu'elle ne porte pas encore de nom. Elle est unique à l'habitat de l'Oued d'Arabie. Cette énorme femelle est en train de transformer son antre creusé dans la roche en un piège mortel. Sur son dos, les 2 filières en forme de tube produisent une substance gluante qui, en séchant au contact de l'air, crée des fils de soie très résistants. L'araignée recouvre l'intérieur de son trou à l'aide de ces fils afin de renforcer les parois et d'éviter un effondrement. Mais certains filaments de soie s'étendent au-delà du refuge. Ils forment un piège qui permet à l'araignée de détecter si une créature pénètre dans son champ d'attaque. Une sauterelle constituerait un repas copieux. Pour une tarentule, celle-ci est assez petite. Son corps ne mesure en effet que 3 cm de diamètre. Mais cela ne l'empêche pas d'attaquer des proies aussi grosses qu'elle. Il suffit qu'un insecte frôle les fils du piège et la partie est perdue pour lui. L'araignée tue sa proie grâce à l'arme caractéristique des tarentules. Une impressionnante paire de crochets reliés à 2 glandes à venin. Ces crochets sont articulés et l'araignée peut les bouger comme des doigts pour transpercer sa victime et l'approcher encore plus près de sa bouche. Elle injecte des enzymes dans le cadavre qui commence à digérer les organes internes et réduisent ainsi l'insecte en une sorte de magma. La tarentule aspire ensuite entièrement sa victime, puis se débarrasse de la carapace vide. La nuit tombe vide sur l'Oued et la contrée. La silhouette sombre des montagnes se découpe dans le soleil couchant. Dans la nuit, éclairé par quelques rayons ultraviolets, surgit un dangereux scorpion. Les composants fluorescents constituant sa carapace sont à l'origine des étranges couleurs qu'il affiche. Mais les raisons pour lesquelles ces teintes brillent quand elles sont exposées à un rayonnement UV restent un mystère. Des études récentes ont révélé que la propriété fluorescente de la carapace des scorpions transforme leur corps en un capteur de lumière géant, dont la partie la plus sensible est la queue. En journée, les scorpions se cachent de la lumière agressive du soleil. Mais des études préliminaires ont démontré que ces arachnidés sont également moins actifs lors des nuits de pleine lune. On suppose que la fluorescence du scorpion l'aiderait à déterminer le moment le plus propice pour aller chasser lorsque la lumière est très faible. Lorsqu'il se met en chasse, de petites fentes à l'extrémité de ses pattes lui permettent de percevoir les vibrations dues aux déplacements qui sont effectués dans un périmètre de 50 cm autour de lui. Les sauterelles constituent une nourriture prisée aux alentours de l'Oued. Le scorpion possède des pinces puissantes pour se battre contre ses proies et les démembrer. Mais son arme principale se trouve ailleurs. Un dard est caché dans sa queue, recourbé et prêt à frapper. Il suffit d'une fraction de seconde
pour que cette arme aussi fine qu'une aiguille injecte du venin à la victime qu'il pique s'il réussit à s'en approcher assez près. Avant que l'insecte meurtrier ait pu porter un seul coup, un autre chasseur nocturne vient le déranger. C'est un renard de Blanford. Ce petit canidé, agile, est actif uniquement la nuit. Il est doté de griffes acérées et de pattes qui agissent comme des ventouses, lui permettant d'avoir une bonne prise tandis qu'il grimpe aux rochers encerclant l'oued. Sa longue queue fait office de balancier. Il se nourrit aussi bien d'insectes que de plantes du désert. Mais ce soir, ce sont visiblement de petits mammifères qu'il chasse. Ces derniers doivent se trouver au bord de l'eau. Des chauves-souris se hâtent pour attraper les insectes attirés par l'eau. Mais ils ne comptent pas capturer l'une d'entre elles. Ses grandes oreilles à l'ouïe très fines ont perçu quelque chose. Une souris épineuse. Ce rongeur furait en quête de graines et d'herbes, se repérant dans le noir grâce à ses longues moustaches. Pour le renard, ce repas est plutôt bienvenu. Mais il n'est pas seul. Un renard roux d'Arabie rôde également dans les parages. Aucun prédateur ne tolère de concurrence quand il s'agit de se nourrir. Les plus petits des rivaux sont généralement refoulés ou parfois tués. Les renards roux peuvent peser jusqu'à 2 ou 3 fois plus que les renards de Blanford d'1,5 kg. Ne souhaitant pas engager de bagarre, le petit renard rebrousse chemin pour rejoindre les hauteurs. Alors que le jour se lève sur l'oued et sa vallée, la chaleur est déjà bel et bien installée. En été, les températures peuvent atteindre 43 degrés. Mais la chaleur toujours plus forte ne semble pas éprouver le maltard. En cette matinée, il a décidé de redoubler d'efforts pour pouvoir trouver une partenaire. Une femelle se repose à l'ombre du peu de végétation environnante. Il a beau tout essayer, elle affiche un désintérêt manifeste. Le mâle ne peut pas en rester là. Des glandes situées à la base de ses cornes sécrètent une odeur forte et attractive. Mais la femelle ne semble pas impressionnée. Il continue à marquer le territoire de son odeur. Il urine sur le sol et imprègne ensuite son pelage d'urine.
Son odeur corporelle est fortement marquée par les sécrétions de testostérone. Cette hormone indique aux femelles que le mâle est dans la force de l'âge et prêt à s'accoupler. En remuant la terre avec ses cornes, il répand ainsi son odeur. Les glandes sur sa tête renforcent les effluves tandis qu'il se frotte. Il s'agit là du parfum caractéristique des tares mâles, auquel les femelles ont du mal à résister. Mais décidément, cette femelle semble toujours aussi peu intéressée. Son attitude indolente pousse finalement le mâle frustré dans ses derniers retranchements. En désespoir de cause, il entame une parade. Mais cela ne semble pas avoir l'effet escompté. Il y est peut-être allé un peu fort. Quelques mètres plus bas, au fond de la vallée, les rares points d'eau présents regorgent de vie. Ils sont peuplés par des poissons d'eau douce. Seules 3 espèces subsistent au cœur des monts Hajar. Ces poissons appartiennent à l'espèce Gara baremiae. Ils vivent dans les étendues d'eau permanente et isolées de l'Oued. Ces petits poissons se nourrissent d'algues et d'autres détritus qu'ils décrochent des parois rocheuses emprisonnées dans l'eau. Leur survie dépend des pluies indispensables pour remettre à niveau leur refuge qui s'assèche petit à petit. Mais les averses sont imprévisibles en Arabie. Certaines années, il ne pleut pas du tout. Alors, les étangs s'assèchent et les poissons qui y vivent meurent. Lorsque les eaux de l'Oued s'évaporent, les crapauds disparaissent à leur tour. Mais cette disparition n'a rien de permanent. Les crapauds s'enterrent dans la boue et entrent dans un état de torpeur semblable à une hibernation. Ils ralentissent leur rythme cardiaque et leur métabolisme afin d'économiser leur énergie et la conserver jusqu'au retour de l'eau. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les crapauds peuvent rester enterrés ainsi pendant 3 ans. Peu d'humidité pénètre à l'intérieur des terres d'Arabie. Mais ici, à une altitude aussi haute que celle de ces montagnes, il arrive que les rares nuages qui passent se condensent. Les premières gouttes de pluie apportent instantanément un peu de répit, attirant certains animaux hors de leur sombre demeure. Ce gecko possède l'incroyable capacité d'être totalement imperméable à l'eau. De minuscules piquants, semblables à des poils, recouvrent ses écailles et les empêchent totalement d'absorber les molécules d'eau. Ces dernières forment alors de grosses gouttes d'eau qui coulent sur leur peau. Cette petite astuce est propre aux geckos et leur permet de rester propres et de se prévenir des infections fongiques.
80% de l'eau qui tombe sur les montagnes s'évapore. Le reste ruisselle sur les parois de roche et s'infiltre dans les fissures. La pluie tombe sur les monts Hajar à fréquence très irrégulière. Seule une quinzaine de centimètres d'eau tombe chaque année, en une averse soudaine, aussi brève qu'intense. Les crapauds savent d'instinct que lorsque la pluie arrive, elle peut s'abattre avec fureur. Ils se mettent en sécurité en hauteur pour éviter d'être emportés par les flots. En ruisselant sur les flancs des falaises, l'eau forme un courant qui descend dans la vallée. Les pluies légères peuvent ainsi transformer de calmes cours d'eau en de petits rapides. Alors que les crapauds se tiennent à l'écart, les poissons garas adoptent une attitude totalement inverse face à la présence de ces eaux vives. C'est l'occasion qu'ils attendaient avec impatience. Leur instinct les pousse étrangement à explorer les cours à contre-courant, dans un besoin d'élargir constamment leur territoire. Ils profitent donc de toutes les occasions qui se présentent à eux pour remonter le courant et occuper le plus d'espace possible. C'est de cette manière que l'espèce peut progressivement repeupler des zones où les habitants précédents ont péri. Mais il ne s'agit pas juste de remonter la rivière par bancs entiers. Ces poissons entreprennent une véritable épopée. Leur bouche ventousère, qui leur permet habituellement d'arracher les algues des rochers, leur sert d'ancre pour ne pas être emportés par les flots rapides. Un groupe de poissons avance doucement le long des rochers. Les poissons doivent rester dans une zone où assez d'eau s'écoule pour pouvoir respirer. Mais ils doivent s'écarter du flux principal pour ne pas être violemment emportés en aval. Les poissons peuvent parcourir ainsi jusqu'à 3 mètres. Ceux qui réussissent à gagner de nouveaux étangs bénéficient de nombreux avantages. De la nourriture et un nouveau territoire à peupler. Le stress engendré par leur déplacement serait un facteur déclencheur du frai. Cela permet ainsi d'assurer que chaque nouvel étang conquis est rapidement repeuplé par les pionniers. Leurs œufs gluants s'agglomèrent autour des graviers pour ne pas être emportés par le courant. Mais les eaux vives ne sont pas de bon augure pour tout le monde. Si elles bénéficient à certaines espèces, elles compliquent les choses pour d'autres. Cette vipère endémique du sultanat d'Oman se cache généralement dans les fissures au sein des étendues d'eau, car ce sont de bons emplacements pour chasser. La soudaine montée des eaux fait fuir le serpent de son antre. Il lutte contre le courant. Par chance, l'eau le rapproche des rochers sur lesquels il grimpe pour se mettre à l'abri un peu plus en hauteur.
La montée des eaux ne dure pas bien longtemps. Mais assez pour faire des victimes. Une chèvre morte gît au bord de l'eau. Elle s'est peut-être retrouvée piégée par la crue soudaine ou a été emportée par le courant. Son cadavre en putréfaction fait le bonheur des insectes. Leur cycle biologique s'achevant en seulement quelques jours, les insectes peuvent facilement tirer profit de nouvelles opportunités. Ces mouches goûtent la chair de la chèvre avec leurs pattes. Leur bouche sécrète une salive riche en enzymes qui assouplissent la chair afin de la rendre plus facile à manger. Elles cherchent également des endroits où pondre leurs œufs, afin que les larves puissent éclore et se joindre au festin. Les guêpes sont mieux équipées pour faire face à des carcasses aussi coriaces. Leur bouche puissante agit telle une cisaille pour déchirer la chair. Les guêpes adultes se nourrissent essentiellement de plantes, mais elles ramènent de pleines bouches de viande jusqu'à leur nid pour nourrir leurs larves carnivores affamées. Les libellules font partie des prédateurs les plus redoutables de l'oued. Leurs yeux aux multiples facettes présentent 10 fois plus de variations de protéines que les yeux humains. Elles sont ainsi capables de percevoir une plus grande palette de couleurs. La netteté avec laquelle elles perçoivent les images leur confère une vue extrêmement perçante. Jusqu'à 300 images par seconde. Soit 6 fois plus que l'homme. Leurs 4 ailes battent 30 fois par seconde. Cela leur permet de faire preuve d'une incroyable agilité en vol. Telles de minuscules hélicoptères, elles peuvent voler dans n'importe quelle direction pour poursuivre et capturer leur proie. La grande concentration d'insectes attire de nombreux oiseaux. À l'instar des libellules, les hirondelles du désert attrapent les insectes qu'elles mangent en vol. Elles sont les membres les plus acrobatiques de la famille des hirondelles et peuplent généralement les hautes corniches qui surplombent l'oued. Là, les couples reproducteurs construisent leur nid en utilisant la boue fraîche de la vallée. Cela peut prendre plusieurs semaines pour bâtir un nid. Leur refuge ainsi haut perché protège les oisillons des prédateurs. Certains oiseaux n'ont pas besoin de se cacher en altitude pour assurer leur sécurité. L'engoulevent dispose d'une incroyable capacité de camouflage. Tant qu'il ne bouge pas, il passe complètement inaperçu. Il capture également des insectes pendant qu'il vole, mais uniquement la nuit. Le jour, il est inactif et se fait discret, restant au sol à l'abri des regards affamés. Le long de l'oued, les étendues de roches lisses offrent peu de cachettes. Mais cela ne semble pas porter préjudice à ce prédateur expert en camouflage. Cette vipère,
qui a failli se faire surprendre par les eaux tout à l'heure, figure parmi les habitants les plus meurtriers de l'Oued. Ce serpent, de 75 cm de long, dispose de crochets inhabituellement longs et peut mordre en profondeur ses victimes en leur injectant un venin mortel. Il s'agit d'une espèce qui vit essentiellement dans les régions montagneuses, près des oueds, où elle peut tendre des embuscades aux proies qui se présentent. Ce crapaud constituerait un copieux repas pour le prédateur, s'il s'approchait assez pour être à la portée du reptile. Mais il ne s'aventure pas assez près aujourd'hui. Alors que les crues sont terminées depuis longtemps, une certaine humidité flotte encore dans l'air. Durant les semaines qui suivent la période des pluies, l'humidité et l'irrigation intense engendrées par les averses favorisent le développement de la végétation dans l'Oued. Dans les plaines de gravier, aucun signe visible n'indique que l'eau recouvrait la roche quelques jours auparavant. Mais la végétation habituellement rabougrie se révèle verdoyante et abondante. Les gazelles des montagnes s'empressent de profiter de la soudaine présence de végétaux gorgés d'humidité. À l'instar de nombreuses espèces habituées au désert, ces gracieuses antilopes s'hydratent principalement grâce à l'humidité contenue dans les plantes dont elles se nourrissent. Ici, les possibilités de s'abreuver à des points d'eau fraîche sont loin d'être nombreuses. Alors que le soir tombe sur l'Oued, un crapaud d'Arabie semble prêt à profiter au maximum de la nuit qui s'installe. Les crapauds sont des reproducteurs opportunistes. Et la pluie déclenche parfois leurs frais. Ce crapaud est prêt à s'accoupler. Il doit donner de la voix pour chanter une sérénade aux femelles. La poche située au niveau de sa gorge enfle pour amplifier le son, faisant résonner ses cris dans tout l'Oued. Plus son coassement est fort, plus ses chances de s'accoupler sont grandes. Mais il a des rivaux. Rapidement, une véritable chorale de crapauds se forme. Un chœur de mâles esselés qui entonne leur plus beau chant. L'un d'entre eux repère une femelle et grimpe soudainement sur son dos. Il utilise les coussinets collants situés sur ses pattes avant pour s'agripper. Mais la femelle essaie péniblement de se débattre. Il y a toutefois un problème. La femelle s'avère être un mâle. Chez la plupart des crapauds, seuls les mâles disposent d'une poche qui enfle au niveau de leur gorge, leur permettant d'amplifier leurs cris. Il n'est pas rare que les crapauds mâles grimpent les uns sur les autres. En temps normal, un cri de protestation de la part du mâle pris pour cible suffit à repousser le prétendant. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Le prétendant s'accroche au contraire fermement, déterminé à procéder à l'amplexus,
à savoir l'accouplement qui entraîne le frai chez les amphibiens à fécondation externe. Les mâles peuvent rester ainsi accrochés au dos des femelles pendant des heures, voire des jours entiers, attendant le moment où leur partenaire pondra ses œufs. Lorsque la femelle pond enfin, le mâle répand alors son sperme sur les œufs pour les féconder. Mais ce soir, ses efforts sont vains. Le mâle finit par relâcher sa prise et s'en va essayer de nouveau ailleurs. Alors qu'un nouveau jour se lève, les montagnes de l'Oued sont étrangement calmes. Au sommet des pentes rocheuses, la complexe parade nuptiale du Tar semble avoir finalement porté ses fruits. La femelle est revenue et ne quitte presque plus le mâle. Le couple restera ensemble dans le désert pour élever son petit. Avec encore seulement quelques milliers de Tars encore présents sur la planète, la progéniture de chaque couple reproducteur joue un rôle vital pour l'avenir de l'espèce. Quelques semaines après le frai des crapauds, les étangs temporaires regorgent de têtards de crapauds d'Arabie. Ils sont en plein développement vers la maturité. Ils mangent autant qu'ils le peuvent en cette période de croissance où leur corps se transforme. Plus ils mangent, et plus vite leur métamorphose s'achèvera. Leurs pattes arrière vont se développer à la base de leur queue, qui commence à rétrécir. Quant à leur bouche, leurs lèvres qui sucent les algues se transformeront en puissantes mâchoires croqueuses d'insectes. Enfin, la transformation la plus importante remplacera leurs branchies externes en une paire de poumons internes. Seuls ceux dont le corps arrivera au bout de cette métamorphose pourront survivre quand les étangs temporaires s'assécheront. Tous les jeunes poissons garas qui ont grandi dans les petites étendues d'eau temporaires vont instinctivement relever l'un des défis les plus importants de leurs primes années. Ils vont devoir rejoindre les eaux des points d'eau permanents. Dans seulement quelques semaines, le courant d'eau qui descend des collines va totalement cesser de s'écouler et la plupart des étangs vont s'assécher. Il ne restera plus beaucoup de points d'eau dans l'Oued, mais tant que les poissons réussiront à rejoindre ces sanctuaires permanents, ils pourront survivre. Le voyage est toutefois long et difficile. De nombreux poissons échouent et se retrouvent presque à sec. Incapables de respirer l'air qui les entoure progressivement, ils halètent, essayant de trouver de l'oxygène dans le peu d'eau encore présente. Leurs corps puissants frétillent et rebondissent alors qu'ils essaient de trouver un chemin vers une autre flaque. Quelques poissons chanceux réussissent péniblement à lutter et à survivre. Ces derniers sont généralement assez nombreux pour peupler l'étang et assurer le renouvellement de la population locale. Dans cet environnement des plus hostiles, tous les animaux vivent sur le fil du rasoir. Le territoire peut se montrer aussi généreux qu'inhospitalier. Pour la plupart des espèces, l'existence serait impossible sans la présence des rares points d'eau nichés au cœur de l'Oued.
Une oasis miniature sous le soleil d'Arabie. Une ligne de vie dans le désert. Un soleil brûlant écrase les dunes d'Arabie. L'été est la saison la plus éprouvante pour la faune locale. La migration est un moyen pour certains animaux ailés d'échapper aux fortes températures. Ceux qui restent doivent affronter la chaleur. Qu'ils soient de grands rapaces ou de petits volatiles. Ils sont les maîtres des airs de l'Arabie. Un prédateur s'élève au-dessus du désert aride d'Arabie. Ce percnoptère d'Égypte cherche à manger. Avec ses ailes d'une envergure d'1,70 m, il est l'un des plus majestueux et menacés des maîtres des airs. Son corps blanc qui contraste fortement avec les plumes noires de ses ailes lui donne un air encore plus spectaculaire sous la lumière du soleil. Malgré la chaleur plombante, ce prédateur chassant uniquement avec la vue peut parcourir jusqu'à 80 km en une journée. En été, les températures dépassent parfois les 50 degrés. Les cercles qu'effectuent les percnoptères peuvent signifier qu'une charogne se trouve sur le sol. Cet affleurement rocheux représente un bon poste d'observation pour surveiller les alentours. Sur la terre désolée, la mort n'est jamais loin. Mais elle fait souvent le bonheur des charognards. Plus de 300 espèces d'oiseaux peuplent la péninsule arabique. La région est un lieu de transit pour des milliers d'oiseaux entre les zones d'hivernage et les aires de reproduction situées en Europe, en Afrique ou en Asie. On estime à 3 millions le nombre d'oiseaux qui traversent la péninsule arabique chaque année. Avant l'arrivée de l'été brûlant, de nombreux rapaces migrent vers des régions tempérées. Le percnoptère d'Égypte, lui, reste toute l'année. Ce groupe d'adultes et de jeunes au plumage sombre fait partie de ceux qui choisissent de rester. Une chèvre malchanceuse fera un dîner plus que bienvenu. Bien qu'ils se nourrissent à l'occasion de proies vivantes, le régime de ces rapaces reste majoritairement composé de charognes. Les nouveaux arrivants surveillent la scène depuis un piton rocheux. Selon les règles de ces vautours, les derniers arrivés et les jeunes au pelage sombre doivent attendre leur tour. Vus de près, les percnoptères d'Égypte ont une apparence étrange.
En plus de leurs plumes blanches très reconnaissables, leur tête jaune et déplumée les différencie des autres vautours. La couleur blanche qui réfléchit les rayons du soleil leur permet d'affronter la chaleur d'Arabie. On pense que leur tête sans plumes est un autre moyen pour eux de refroidir leur corps. Contrairement aux autres vautours qui ont le cou déplumé, celui des percnoptères d'Égypte est recouvert d'une couche de plumes touffues qui reste toujours propre lorsqu'il se nourrit. Dans la nature, les vautours sont les maîtres du recyclage. Ils remplissent une fonction vitale en nettoyant les déchets organiques, évitant ainsi aux carcasses de propager des maladies. D'autres percnoptères, encore plus affamés, planent au-dessus du banquet. Battre des ailes est une tâche difficile pour cet oiseau qui pèse environ 2,2 kg. Donc, comme beaucoup d'autres rapaces, le percnoptère exploite les colonnes d'air chaud pour rester en altitude plus longtemps. Il utilise sa queue triangulaire pour se diriger de manière circulaire à l'intérieur de ses courants ascendants. C'est ainsi qu'il minimise ses efforts. Cette technique lui permet de s'élever pour repérer des proies ou détecter des congénères plus chanceux. Pour des oiseaux qui peuplent habituellement les eaux douces, il semble impensable de venir s'installer dans le désert. Mais l'un des plus flamboyants maîtres des airs de l'Arabie l'a pourtant fait. Plus de 2000 flamants roses ont pris résidence sur cette plaine inondée d'eau salée dans les alentours d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les lacs artificiels, comme celui de la zone humide d'Al-Waqba, jouent un grand rôle pour la survie des espèces sédentaires d'Arabie et des oiseaux migrateurs. Tout comme les vautours, ces flamants roses doivent supporter des chaleurs extrêmes pendant toute l'année. Les flamands n'ont aucun mal à voler en altitude des heures durant, mais le décollage est toujours un peu périlleux. Pour s'envoler, ces oiseaux de 3 kg doivent courir tout en battant des ailes. Une fois dans les airs, ils déploient gracieusement leurs longs coups et leurs pattes dans une ligne continue pouvant atteindre 1,50 m. En vol, ils sont pratiquement aussi larges que longs. Leurs battements d'ailes, interrompus par des instants de vol plané, leur permettent d'effectuer de très longs voyages. Certains groupes peuvent parfois parcourir jusqu'à 600 km en une seule nuit. Comme beaucoup de migrateurs, ils économisent leur énergie en bénéficiant de leur effet d'aspiration engendré par le vol en formation. Pour atterrir, cet oiseau majestueux commence par planer et court ensuite sur quelques mètres après avoir touché terre.
En 1998, cette immense colonie de flamands a été la première à revenir se reproduire après plus de 70 ans d'absence de l'espèce sur la péninsule arabique. Chaque année, les parents construisent leur nid fait de sable et de boue sur des îles isolées au milieu du lac, loin des prédateurs comme le renard ou le lézard moniteur, qui apprécient leurs œufs. Les flamands partagent ce refuge vital à l'intérieur des terres avec d'autres échassiers. L'un d'eux est l'oiseau qui possède les plus longues pattes du monde, en comparaison à la taille de son corps. L'échasse blanche. Ses pattes roses, très reconnaissables, représentent 60% de sa taille. Elles lui permettent de se nourrir dans des zones trop profondes pour d'autres échassiers. L'été, les échasses se reproduisent aussi sur le lac. Les jeunes au plumage gris clair, accompagnés des adultes, sont en quête d'insectes aquatiques ou de minuscules crustacés qu'ils picorent majoritairement en surface. Cette zone humide, très rare en Arabie, est cruciale pour ces oiseaux. On trouve 460 espèces d'oiseaux dans tous les Émirats arabes unis. Plus de la moitié d'entre elles ont été répertoriées ici, à Al-Wadba. Les îles qui entourent la péninsule sont un sanctuaire pour beaucoup d'autres oiseaux nicheurs. Pendant l'été, les espèces qui passent la plupart de leur temps en mer rejoignent la côte pour se reproduire. Ces sternes bridés se sont trouvés un nid 4 étoiles. Mais ce n'est pas le leur. Le spacieux promontoire recouvert de brindilles appartient à un oiseau beaucoup plus gros. Au-dessus d'eux, un balbuzard est perché sur un pylône électrique. Ces oiseaux aiment se percher sur des hauts postes d'observation pour détecter leur proie. Les arbres étant rares dans la région, ils tirent profit des infrastructures montées par l'homme. Lorsque la population de balbuzards a chuté, des plateformes ont été érigées pour encourager ces oiseaux magnifiques à se reproduire dans la région. Ce jeune n'est pas encore en âge de s'accoupler. Il n'est qu'au début de sa vie. Ses parents reviendront peut-être au nid plus tard dans l'année. Ici, les sternes utilisent les nids des balbuzards simplement pour surveiller les alentours ou pour bénéficier de la fraîcheur du vent. Ils préfèrent nicher là où la végétation est plus rare ou dans les infractuosités rocheuses à même le sol. Les sternes huppés, avec leurs crêtes noires reconnaissables et leur long bec jaune, se réunissent pour couver leurs œufs en colonie afin d'en assurer la sécurité. Même à l'ombre, la température du sol peut atteindre 40 degrés. Une vraie menace pour les œufs. Ses parents tentent de refroidir leurs œufs en l'exposant au vent marin. Non loin de là, une dispute commence entre deux voisins. Ces goélands de Mprishmal ont décidé de régler un conflit territorial. Une femelle en train de couver les observe. Les goélands sont monogames, mais leur rivalité territoriale peut être brutale.
Finalement, l'un des mâles accepte sa défaite. Cette femelle se rafraîchit en gardant son bec ouvert. Contrairement aux humains, les oiseaux n'ont pas de glandes sudoripares pour transpirer. L'allaitement les aide donc à baisser la température de leur corps grâce à leur système respiratoire. C'est cet allaitement similaire à celui des canidés qui leur permet d'affronter la chaleur. Les côtes sablonneuses offrent un habitat précieux pour une espèce peu commune d'oiseaux de rivage. Celle des dromes ardéoles, ou pluviers crabiers. Malgré leur nom, ces oiseaux ne sont pas de vrais pluviers. Les pluviers sont l'une des plus grandes familles des chassiers. Les dromes ardéoles n'ont aucun cousin chez les oiseaux. En termes d'évolution, ils sont uniques en leur genre. On estime que 4000 couples de cette espèce vivent en Arabie. La côte nord des Émirats arabes unis accueille 2 des plus grandes colonies. Une 3e niche au sud du sultanat d'Oman, sur l'île Chagaf, près de Massira. En été, ces îles subissent l'assaut des vents de la mousson qui soufflent depuis la mer d'Arabie. En juillet, la majorité des jeunes ont déjà pris leur envol. Un certain nombre au plumage gris clair vit encore avec les parents. Une fois la période de reproduction terminée, les individus qui forment la colonie se dispersent vers d'autres zones favorables à l'espèce sur la côte d'Oman. Ceux qui restent trouveront toute la nourriture nécessaire sur les berges de l'île. Voilà pourquoi on les appelle pluviers crabiers. Leur bec très particulier, plus épais que celui des autres échassiers, leur permet de briser les solides carapaces de leur proie. Un peu plus loin sur l'île de Massira, le banquet n'est toujours pas terminé. Le bec robuste et aiguisé est l'une des principales caractéristiques du rapace. Avec en plus de cela une vision surdéveloppée et des serres puissantes, le percnoptère d'Égypte est parfaitement équipé pour déchiqueter de grosses charognes. Son long bec au bout incurvé est idéal pour récolter chaque lambeau de chair qui recouvre les os. Il existe au total 23 espèces de vautours dans le monde. Le percnoptère d'Égypte est la plus menacée d'entre toutes. Le sultanat d'Oman est le principal bastion de ce singulier charognard. Cette île est la 2e aire de reproduction la plus peuplée du monde. On estime qu'au moins 80 couples y nichent chaque année. Les adultes corpulents au plumage blanc et au bec puissant sont les premiers à se servir.
Les adultes moins matures au manteau brun clair arrivent en second. Les jeunes aux plumes sombres doivent patienter. Apparemment, ce jeune audacieux n'a pas retenu la leçon. Les mâles expérimentés nettoient calmement la carcasse. De temps en temps, quelques conflits éclatent lorsqu'on arrive au meilleur morceau. Le vol est monnaie courante, mais aujourd'hui, il semblerait que les représailles ne soient pas de mise. Au moment où les vautours attaquent les derniers restes éparpillés, les jeunes décident de saisir leur chance. L'un d'eux repère un morceau. Mais cet adulte est trop vif pour lui. Un autre jeune plus téméraire parvient à sécuriser sa part entre ses serres. Il faut du courage pour oser défier un adulte. Des corbeaux charognards tentent leur chance, mais se rétractent finalement face à ces rapaces affamés. Ceux qui ont pu se repaître profitent de ce ruisseau inespéré pour se rincer l'estomac. Comme la plupart des rapaces, le percnoptère possède un jabot, une large poche au niveau de la gorge, pour stocker la nourriture. Un équipement très utile dans cette vie où la famine n'est pas rare. Plus au sud, des oiseaux marins volent en formation, juste au-dessus de la mer d'Arabie. Cette colonie de cormorans rentre se reposer après une journée de pêche. Comme pour les flamands, le vol en formation leur permet d'économiser une énergie vitale. Les oiseaux de tête créent une zone de turbulence qui offre aux individus situés derrière une force d'aspiration, leur permettant de maintenir leur vol sans avoir à battre des ailes. Les cormorans se relaient en tête afin que chacun profite de l'aspiration. Ceux-ci sont des cormorans de Socotra, une espèce menacée que l'on trouve uniquement en Arabie. Ils vivent exclusivement dans le nord-est et sur la côte sud, et nichent dans l'une des 13 colonies répertoriées ici. Ces oiseaux grégaires se rassemblent en groupes immenses, parfois composés de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Quand vient la fin de l'après-midi, ils se regroupent en grand nombre sur la côte. Ils attendent le crépuscule et rejoignent ensuite les falaises de la côte pour se percher. En l'absence de brise marine, les oiseaux doivent trouver d'autres moyens de se rafraîchir. Le grand cormoran, un cousin du Socotra endémique, vit principalement dans les terres. Ces deux individus font vibrer leur gorge pour évacuer la chaleur.
Leur poche porte le nom de sac gulaire. La plupart des oiseaux utilisent cette technique pour éviter l'insolation. L'autre stratégie répandue chez les volatiles pour baisser la température corporelle consiste à ouvrir largement les ailes. Ce martin-pêcheur à tête grise incline ses ailes grandes ouvertes pour permettre à l'air de s'infiltrer à l'intérieur de son plumage. Mais rien ne vaut une bonne baignade dans l'eau fraîche pour vaincre la chaleur. En cet après-midi brûlant, un couple de tisserins décide de tremper ses ailes. Ils ne sont pas les seuls à s'égayer dans l'eau. Cet étourneau plonge sa tête, agite ses ailes et remue sa queue afin que l'eau fraîche se répartisse sur tout son plumage. Un bulbul se jette à l'eau et bat des ailes comme à son habitude. Des insectes volants filent autour des baigneurs. Les libellules sont les plus adroits des acrobates ailés. Leurs muscles puissants et leurs battements ultra rapides leur permettent de faire du surplace à la manière des hélicoptères. Leurs ailes avant et arrière bougent indépendamment et les aident à garder le contrôle de chacun de leurs mouvements. Elles peuvent virer à 180 degrés en un dixième de seconde. Des demoiselles bleu vif glissent sur la surface de l'eau. Lorsqu'elles se reposent, elles replient leurs ailes au-dessus de leur abdomen, contrairement à la libellule qui les maintient à l'horizontale. Lorsque le soleil entame sa descente derrière les massifs rocheux, le premier des maîtres des airs nocturnes quitte le perchoir qu'il occupe pendant la journée. C'est une chouette chevêche. Haute d'à peine 20 cm, pesant environ 180 grammes, on l'appelle aussi chevêche d'Athéna. Cette chouette n'est pas seule. Son partenaire patiente sous les rochers qui forment leur repère. Le couple se prépare pour une longue nuit de chasse. Cette chouette est l'une des 10 espèces qui peuplent l'Arabie. Étant donné qu'elle ne s'active que dans la fraîcheur du crépuscule, ce mode de vie leur permet de rester dans la région toute l'année. Cet arbre sans feuilles fera un bon poste d'observation pour surveiller leur territoire. Peut-être n'est-ce pas assez haut finalement.
Les montagnes qui longent la côte offrent un abri à un autre chasseur nocturne, le seul mammifère capable de voler. La chauve-souris. Le rhinopaume reste hors de portée de la lumière pendant toute la journée. Ces chauves-souris mesurent 12 cm et sont équipées d'une fine queue pareille à celle d'une souris longue de 6 cm, la moitié de leur taille. Leurs minuscules griffes leur permettent de s'agripper aux parois des grottes qu'elles occupent en attendant la tombée de la nuit. Les colonies peuvent être constituées d'une centaine d'individus. Chacune des familles qui composent la colonie niche dans une cavité rocheuse. Juste avant le crépuscule, les rhinopaumes commencent à s'agiter dans l'attente d'une nuit de chasse en plein air. Comme beaucoup de chauves-souris, le rhinopaume se déplace et détecte ses proies grâce à l'écholocation. Ce sonar biologique leur donne la faculté de voir seulement par l'intermédiaire des sons. Lorsqu'elles décollent, les chauves-souris émettent un petit cri strident qui émerge de leurs narines. Le temps que l'ultrason met pour revenir à la source permet au rhinopaume d'estimer la distance à laquelle se trouve un objet. C'est avec cette technique qu'il détermine l'emplacement des parois et autres obstacles dans sa grotte. Contrairement à la pensée commune, les chauves-souris ne sont pas aveugles. Leur vue est même presque aussi bonne que la nôtre. Mais l'écholocation leur permet d'évoluer dans l'obscurité totale. Une fois la nuit tombée, la chasse acrobatique peut commencer. Les rhinopaumes partent à la recherche d'étendues d'eau. D'abord pour étancher leur soif, mais aussi pour attraper au vol quelques petits insectes. Le climat favorable de la nuit leur permet d'évacuer la chaleur générée par le battement de leurs ailes. À la tombée du jour, les chauves-souris retournent se percher. Même s'il semble simple à réaliser, cet atterrissage en arrière, la tête en bas, demande une grande agilité. Pour se retourner, le rhinopaume rapproche une aile de son corps en dépliant l'autre. Ce changement de position crée une inertie, ou résistance due au mouvement, qui force la chauve-souris dans un saut périlleux pour atterrir la tête en bas. Aux premières lueurs de la journée, la chouette chevêche regagne aussi son repère. Au mois de septembre, l'influence de l'été se fait moins sentir sur les paysages d'Arabie. Les premiers migrateurs de l'hiver arrivent depuis l'Europe et l'Asie. Cette bécassine fait partie des premiers venus. La fin du mois de septembre annonce aussi le retour d'un imposant rapace migrateur. Un busard des roseaux affamés plane discrètement au-dessus d'un lagon. Avec son envergure d'1,30 m,
Il est le plus grand busard du monde. Cet étang regorge de petits oiseaux d'eau. Autant de proies potentielles. Près de ces cibles en devenir, les élégants flamants roses baignent dans l'eau peu profonde en quête de nourriture. Ils utilisent leurs pattes pour remuer la boue et déranger leurs minuscules proies. Les flamands se nourrissent la tête en bas, filtrant de petits invertébrés au travers de leur énorme bec caractéristique de l'espèce. Contrairement à beaucoup d'oiseaux, leur mâchoire inférieure est plus épaisse et plus solide que la supérieure. Avec la tête en bas, ils peuvent ainsi bouger cette mâchoire supérieure plus légère avec beaucoup plus de facilité et sélectionner leur nourriture en évitant les coquilles pointues. Les flamands ne sont pas les seuls à filtrer l'eau. Le canard souchet tamise sa nourriture à l'aide de protubérances pareilles aux dents d'un peigne qui borde leur bec en forme de pelle. Cet attribut très pratique lui permet de passer la surface de l'eau au peigne fin, pour ainsi dénicher du plancton, des végétaux et de petits crustacés. Ces canards sont des migrateurs arrivés de leur aire de reproduction située en Europe et en Asie. Ils vont profiter de la douceur de l'hiver arabe pour se nourrir. Certains des résidents permanents du lagon sont dotés de becs à la précision redoutable. Cette aigrette est à l'affût pour pêcher du poisson. Elle aussi utilise ses pattes pour désorienter ses proies. Le busard des roseaux continue ses recherches. Un canard souchet trop corpulent ne fera pas l'affaire. Mais un plus petit ferait un bon repas. Au moment où le prédateur entame sa descente, ses yeux perçants repèrent une cible potentielle qui s'éloigne du groupe. Le busard tente sa chance. Le canard plonge pour sauver sa vie. Le busard ne peut pas l'atteindre sous l'eau, mais il attend que sa proie remonte à la surface. Le nom de cet oiseau se traduit par le persécuteur. Cet individu semble bien porter son nom. À chaque fois que le canard remonte pour respirer, son persécuteur est là pour le recevoir. C'est une vraie course d'endurance. Combien de temps le canard parviendra-t-il à retenir sa respiration? Le busard va-t-il abandonner sa proie?
Ce petit jeu demande aussi beaucoup d'efforts au prédateur, qui doit maintenir sa position au-dessus de la surface. En définitive, le canard s'avère être trop rapide. Le busard abandonne. Trouver à manger ne devrait pas être une tâche si difficile. Les rapaces sont de plus en plus attirés par les zones urbaines d'Arabie, où lacs artificiels et dépotoirs offrent de nombreuses opportunités pour se nourrir. En octobre, les aigles revenus pour l'hiver ne sont pas rares dans la région. Cet aigle criard est l'une des 10 espèces que l'on trouve en Arabie. Sa vue aiguisée le rend capable de détecter des proies jusqu'à 90 mètres. Sur la côte, les vanneaux ne semblent pas inquiets de la présence du prédateur. Comme la plupart des chasseurs aériens, cet aigle aux serres puissantes ne représente pas de réel danger au sol. Mais il faudrait peut-être se méfier de cet autre, perché sur un arbre. Un vanneau alarmé l'assaille pour tenter de le faire fuir. Mais l'aigle reste impassible. Tout comme le busard des roseaux, l'aigle criard chasse les oiseaux d'eau et les petits mammifères. Mais il montre aussi un goût certain pour les charognes. Il faut 4 ans aux jeunes percnoptères, comme ceux qui vivent à Oman, pour atteindre l'âge adulte. Ces vilains petits vautours ne vont peut-être pas devenir des cygnes majestueux, mais la transformation de leur plumage brun vers le blanc, qu'arborent les adultes, est tout de même en cours. Les percnoptères qui se sont reproduits plus au nord reviennent aussi passer l'hiver. Les populations de ces espèces sont en chute drastique en Asie centrale et en Europe, car l'oiseau est victime des empoisonnements, de la chasse et des lignes électriques. Le sultanat d'Oman est l'une des rares régions où leur population semble stable. Certains disent même que le nombre d'individus sédentaires de cette espèce menacée serait en augmentation. Plus au nord, aux Émirats arabes unis, les échassiers s'installent pour les mois d'hiver. L'imperméabilisation des plumes est un rituel quotidien très important pour ces flamants roses. Avec leur bec, ils les enduisent d'une huile sécrétée par une glande située à la base de leur queue. Les flamands passent 15 à 30% de leur journée à lisser leurs plumes, presque 3 fois plus de temps que tous les autres oiseaux d'eau. La population des flamants roses à Al-Wadba a explosé du fait de l'arrivée des migrateurs. Certains ont parcouru plus de 4000 km pour arriver ici. Il arrive que cette population double en hiver. Plus de 4000 flamants roses ont été répertoriés sur cette zone humide cruciale pour l'espèce. Au printemps,
nombreux sont les maîtres des airs qui quitteront à nouveau l'Arabie. Même si les migrateurs s'en iront, certains oiseaux sédentaires, insectes et mammifères volants resteront pour endurer la chaleur éprouvante de l'enfer d'Arabie.